La plupart des neuroscientifiques n'en sont pas conscients, mais je pense que c'est l'une des découvertes les plus importantes des 100 dernières années en neurosciences. C'est un ensemble d'études sur une zone du cerveau appelée le cortex singulaire antérieur médian. Peu de gens, même parmi les neuroscientifiques, connaissent cette région du cerveau. Les neurochirurgiens, eux, savent où elle se situe. À moins d'enseigner la neuroanatomie comme moi, la plupart des neuroscientifiques ne savent ni où se trouve cette structure dans le cerveau, ni ce qu'elle fait, car elle n'a pas été suffisamment étudiée. Et puis un collègue à moi de l'école de médecine de Stanford, nommé Joe Parvisi, a fait une étude incroyable où il faisait de la neurochirurgie et stimulait différentes zones du cerveau, dans le but d'essayer de trouver l'endroit où il devait faire l'opération. Et il est tombé sur une zone appelée le cortex singulaire antérieur médian, où s'il stimulait avec une électrode, les gens, parce qu'ils étaient éveillés pendant la neurochirurgie, rapporteraient avoir l'impression qu'il y avait un conflit qui pesait sur eux. Quelqu'un a même décrit comme je me sens comme si je conduisais dans une tempête, mais je me sens prêt. Je peux le faire. D'autres ont rapporté un ensemble différent de mots, mais les mots convergeaient essentiellement autour du même ensemble d'expériences subjectives, qui sont je suis, je me sens défié, mais je peux le faire, c'est une sorte de centre de masse vers l'avant. Et puis d'autres études dans des laboratoires séparés ont découvert que les personnes qui entreprennent une nouvelle pratique qui est un défi pour elles, leur cortex singulaire antérieur médian augmente en volume. D'autres personnes qui ne parviennent pas à s'engager avec succès dans une activité régulière et difficile, le cortex singulaire antérieur médian n'augmente pas en volume. De la même manière, donc une structure cérébrale très intéressante. Et il y a, je dirais, une douzaine ou plus d'études vraiment de qualité. Chez l'homme, un tas dans des modèles animaux. Mais il y en a un tas chez l'homme, qui pointe à le cortex singulaire antérieur médian comme un site dans le cerveau associé au sentiment de ténacité et à la volonté de persévérer. Il est fortement interconnecté avec le système de récompense de la dopamine et connecté à de nombreuses zones du cerveau. Le cortex singulaire antérieur médian est un carrefour important pour de nombreuses connexions entrantes et sortantes du cerveau. Peut-être le plus intéressant de tous est que c'est la zone du cerveau qui semble préserver sa taille, et même augmenter en taille chez ce qu'on appelle les super vieillissants. Les super vieillissants sont des personnes qui conservent leur cognition plus tard dans la vie. Ce sont des personnes qui ne subissent pas le déclin cognitif normal lié à l'âge, indépendamment de la démence de type Alzheimer. En vieillissant, la mémoire de travail diminue, réduisant la capacité à retenir des idées à court terme. Les super âgés semblent surmonter tout cela. Et ils vivent plus longtemps, donc on pourrait dire que c'est un cas de causalité inverse. Ils ont une plus grande zone du cerveau, le cortex singulaire antérieur médian, lié à leur longévité, mais la direction de causalité reste incertaine. Cela pourrait simplement être une corrélation, mais tout devient ultra intéressant lorsque vous commencez à associer la volonté, l'adoption de nouvelles choses, l'apprentissage des choses en neuroplasticité, et la durée de vie. Et il se peut que ce quatuor représente ce que nous considérons comme la volonté de vivre est associée à une intense curiosité, et un désir d'apporter de nouvelles idées et modes de pensée. Et de nouvelles idées et modes de pensée. Puis des retours sur nos sentiments de comment nous pourrions obtenir une récompense. Récompense interne bien sûr, la dopamine étant la monnaie universelle de la récompense comme moyen d'avancer. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que je crois que tout le monde peut devenir un meilleur être humain. En relevant des défis, quel est un défi qui peut faire grandir le cortex singulaire antérieur médian ? Malheureusement, c'est un défi auquel vous ne voulez pas vous engager. Donc si tu aimes courir, ceci, ça ne va pas le faire. Si vous aimez l'entraînement en résistance, mais ne voulez pas méditer, faites-le pendant 5 minutes le matin. 10 minutes de méditation améliorent l'activation de votre cortex singulaire antérieur médian. C'est à propos de ça. Il ne s'agit pas seulement de faire des choses difficiles, mais de résister à la résistance. J'aborde ce sujet maintenant, plutôt que de discuter de comment devenir plus tenace, ou avoir une volonté plus forte. D'accord. Nous savons que lorsque le cortex singulaire intermittent devient plus grand, il se traduit par beaucoup de différentes zones de défi, pas seulement la zone dans laquelle vous l'avez défié. La raison est que je crois que cette notion élevée de l'évolution humaine vers une pensée plus collective. À adopter de nouvelles façons de combler les divisions qui nuisent aux êtres humains à grande échelle, ou simplement localement, ne va émerger qu'à travers la volonté de embrasser le frottement interne qui est d'entendre des choses et de voir des choses que nous n'aimons pas, et d'être capable de prendre une position de réponse adaptative, quelle qu'elle soit. Certes, il y a des choses que nous entendons et voyons, et que nous n'aimons pas qui activent en nous un sens de l'injustice suffisant pour que ce soit tout ce qu'elles fassent.
Cela nous mène simplement au point où nous voulons faire justice. Je parle ici des différences d'opinion et des points de vue fortement polarisés qui mènent à toutes sortes de choses, bonnes, mauvaises, et entre les deux. Et si les gens avaient la capacité de ressentir cette friction et de rester dans un mode de cognition ouverte, je pense que nous trouverions des solutions novatrices. Je pense vraiment que la prochaine itération des êtres humains est la conscience collective. Vous savez, ça semble grandiose, ça semble fou. Mais c'est essentiellement beaucoup d'esprits qui travaillent ensemble, même des esprits qui s'opposent l'un à l'autre en idéologie, comme moyen de trouver des solutions novatrices à des problèmes difficiles qui nous vexent. Tout et qui, dans certains cas, nous nuisent vraiment à tous. C'est une chose réelle, avec une réelle possibilité, mais cela va nécessiter que nous devenions tous, non nécessairement plus durs, mais que nous devenions plus résilients au niveau de la capacité à tolérer des états internes qui normalement entraveraient la pensée adaptative. Tu m'as toujours demandé à quelle température devrait être le bain froid ou la douche froide et combien de temps y rester. C'est très variable selon la personne et le moment de la journée. Fais seulement ce qui est sûr, ne va pas trop froid pour éviter des effets cardiovasculaires néfastes. Mais c'est très simple en fait, si vous voulez que cela se traduise dans le monde réel de la meilleure façon, vous vous demandez juste avant d'entrer sur une échelle de 1 à 10 à quel point je ne veux pas entrer. Et je dirais que si c'est 5 à 10, eh bien, c'est un mur. Si c'est n'importe où dans le combat, c'est un mur que vous devez franchir. Alors vous entrez, et puis à un certain moment, il y aura le désir de sortir. C'est le deuxième mur, peut-être qu'il arrive dans les 5 secondes. Il arrive probablement dans les 20 secondes, au deuxième mur. Je compterai les murs pour déterminer leur position. Les murs sont des vagues d'adrénaline libérées dans votre corps, et parfois elles sont très proches l'une de l'autre. Ces vagues sont parfois plus espacées. Évidemment, à un moment, vous vous engourdissez et ne les sentez plus. Nous ne le suggérons pas, mais si vous vous dites « Mon Dieu, aujourd'hui, je ne veux vraiment pas entrer dans ce mur », entrer dans un mur très haut pendant 15 à 20 secondes peut accomplir quelque chose de significatif. Ouais. Pour le cortex singulaire antérieur médian, cela aura un impact significatif sur la libération d'adrénaline que vous allez ressentir. La température joue un rôle, mais c'est surtout votre relation subjective à l'ensemble qui compte. L'exposition au froid. La nuit quand vous êtes fatigué est très différente de celle du matin après un footing quand vous avez trop chaud. Je ne peux pas recommander une température et une durée précise, mais si 45 degrés Fahrenheit pendant 90 secondes vous convient, et que c'est sûr pour vous, c'est un bon point de départ. Mais pendant que vous observez ces murs d'adrénaline vous arrivez dessus pour ainsi dire, faites attention à ce qu'ils ressentent, c'est ce que vous reconnaîtrez en dehors du bain de glace. Oui, c'est bien ça lors d'une conversation difficile. Votre résilience ne peut pas compenser un dysfonctionnement de votre système d'adrénaline. Vous apprenez à reconnaître l'état d'avoir de l'adrénaline dans votre système et à garder votre calme. L'autre jour, j'ai vécu une situation vraiment difficile. Une conversation difficile, quelque chose dès le matin. C'était comme attendre, sérieusement malentendu, conversation difficile. Et je me souviens que nous sommes ici, nos voix montaient. Nous ne crions pas, mais comme c'était un matin paisible jusqu'à ce moment-là. Et nous, vous pourriez ressentir l'énergie dans la pièce monter. Je pensais moi-même d'accord comment suis-je, et j'ai pensé, oh c'est comme un mur dans la chose. Et j'ai dit, parce que nous avons ce langage à la maison. J'ai dit, j'ai l'impression qu'un mur d'adrénaline nous frappe. Nous avons tous les deux commencé à rire, puis nous sommes revenus à ce que nous faisions, et nous nous sommes calmés. Et vous savez, nous parlons de prendre des pauses, et c'est merveilleux. C'est un outil merveilleux dont vous avez parlé dans votre livre sur les relations. Il y a tellement d'outils précieux là-dedans. Au fait, juste comme merci d'avoir écrit ce livre. Tellement précieux. Ce livre devrait être un incontournable, au programme de chaque école et présent dans tous les foyers. Je le pense vraiment. Jay ne me dit pas de dire ça. Je le pense vraiment. Je le pense vraiment et sincèrement. C'est tout à fait approprié car c'est vrai. Mais en remarquant ces murs d'adrénaline, et en réalisant que lorsque nous sommes dans ces états remplis d'adrénaline, notre cognition est modifiée. Nous n'avons pas les solutions que nous avions il y a 5 minutes. Alors, apprendre à observer cela passer dans le bain froid, sous la douche froide, lors d'une course difficile ou quoi que ce soit, mais le froid semble être le stimulus de stress universel pour tout le monde, et si précieux. Plus que de marquer 15 minutes ou 5 minutes dans le bain froid.
Certains jours, c'est 15 secondes, d'autres 30. Pour un débutant en bain froid, la première étape est de s'approcher de l'eau ou d'y entrer. Cela a une réelle valeur. Le système nerveux aime la prévisibilité, même si la prévisibilité arrive à travers des choses difficiles. Je dirais donc que le thème principal du podcast Huberman Lab a été les outils, nous les appelons des protocoles, pour ancrer la physiologie de quelqu'un dans des états prévisibles. Je n'ai jamais vraiment exprimé cela, mais c'est vraiment de quoi il s'agit. C'est pourquoi vous recevez de la lumière du soleil dans vos yeux le matin, parce que cela vous réveille. Je pourrais vous dire que cela augmente le cortisol de manière positive tôt dans la journée, que cela met un minuteur sur votre sécrétion de mélatonine pour plus tard dans la nuit. Cela vous aide à dormir la nuit, et tout cela est vrai. Mais cela crée un sentiment de prévisibilité. Cela vous permet de savoir que pendant les prochaines heures, vous allez vous sentir plus alerte, et la nuit, vous allez probablement pouvoir vous endormir plus facilement. Les bains froids. À mon avis, les gens débattent de leur valeur pour combattre l'inflammation. Ils le sont. Quant à savoir s'ils sont utiles pour augmenter le métabolisme, probablement pas dans une grande mesure. Mais une chose est sûre, si c'est fait correctement, c'est inconfortable. Mais une fois sorti, vous avez une augmentation de ces 3 neurochimiques appelées catécholamines, dopamine, épinéphrine et norépinéphrine, et vous vous sentez plus énergisé et légèrement euphorique pendant les 2 à 4 heures suivantes. C'est un effet réel, car ce sont de vrais produits chimiques, et ils ont joué ce rôle pendant des centaines de milliers d'années chez les humains, et ils continueront à jouer ce rôle chez les humains. Donc, le plongeon dans le froid n'est pas tant une question de dépassement de soi qu'une façon de trouver comment surmonter un sentiment de stress, et ensuite surmonter en toute sécurité une sorte de résistance à entrer dans la chose, et ensuite augmenter en toute sécurité ces neurochimiques, qui changent alors prévisiblement votre état, pour être plus alerte, et en même temps détendu, et un peu euphorique. Si nous voulons l'appeler ainsi. Donc, vous savez, nous pourrions énumérer, protocole après protocole droit, si vous avez tendance à manger à 1 heure constante, plus ou moins 1 heure, peu importe, si vous jeûnez ou non, vous aurez tendance à avoir faim, environ 15 minutes, ou plus, avant ces repas. C'est une chose merveilleuse car cela augmente cette prévisibilité. Cela favorise la sécurité et l'acceptation car cela vous permet de ne pas avoir à penser à un certain nombre d'autres choses. J'ai été critiqué, et avec raison, sur le fait qu'il existe de trop nombreux protocoles. Comment quelqu'un pourrait tous les suivre ? En réalité, de nombreux protocoles sont comme un buffet, et beaucoup d'entre eux, comme l'organisation de votre espace de travail ou l'adaptation au décalage horaire lors de voyages, dépendent des préférences individuelles. Et bien sûr, ils sont tous facultatifs. Vous savez, ce n'est pas une loi. Donc l'idée cependant est qu'à travers quelques comportements de base, regardez un peu de soleil, un peu de marche après un repas, un peu de soleil le soir, diminuer les lumières le soir, vous savez, ce sont les bases. Manger à des heures de repas plus ou moins constantes et principalement des aliments non transformés ou minimalement transformés pour la majorité de votre apport alimentaire. Peu importe si vous êtes végétalien, végétarien ou autre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et une partie du beaucoup mieux est de se sentir plus alerte et plus vital pendant les heures de veille et de mieux dormir la nuit, ce qui oscille en quelque sorte vers un meilleur sentiment général, et libère ainsi de l'énergie, pour des choses comme envoyer un texto le matin, vous savez ? Je suis ravi que vous ayez abordé ce sujet, car les gens peuvent penser qu'il s'agit d'une tâche supplémentaire à accomplir. Mais si vous y réfléchissez ainsi, ce sera auto-limitant. Mais si vous y pensez comme si chacune de ces choses prenait un minimum de temps, et vous pouvez combiner la marche et l'exposition au soleil le matin. Et peut-être que si vous manquez un jour, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sont des systèmes d'intégration lents. Votre système se rétablira très bien. Mais fait de manière constante, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez avoir plus d'énergie. Et vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous pourriez vouloir faire dans votre vie créative et ensuite le faire. Vous aurez le temps et l'énergie pour réfléchir à ce que vous pourriez vouloir faire en termes de relations ou d'amitié, ou pour développer ces aspects de la vie. Donc, ce n'était jamais l'intention que les gens fassent tellement de choses qu'ils n'aient pas de temps pour l'amitié ou les enfants ou la relation, ou que toute leur famille ou relation soit centrée autour de ces protocoles. En fait, ils sont faits pour s'intégrer au quotidien. Et parfois, lorsque les gens rencontrent des points de douleur, comme des problèmes d'attention ou une dépression,
ou qu'ils ont un projet créatif particulier, et qu'ils veulent se connecter à par exemple la méditation de surveillance ouverte, très différente comme vous le savez bien mieux que moi que d'autres formes de méditation, alors ils peuvent accéder à ces outils spécifiques, mais je ne veux pas idéaliser les temps anciens, mais il y avait beaucoup plus de prévisibilité dans certains domaines de la vie, dans les temps anciens. Lorsque les gens vivaient dans de petits villages, il y avait plus de prévisibilité, mais aussi un manque de prévisibilité, car quelqu'un pouvait partir, chasser ou cueillir. Et s'ils ne revenaient pas, nous pourrions supposer qu'ils ne reviendront jamais. Et puis 2 nuits plus tard, ils pourraient revenir et dire que c'était une situation difficile, où ils reviennent avec un grand rendement. Nous ne savons pas. Vous savez. Nous ne savons pas comment c'était. Mais vous pouvez être sûr que les mêmes circuits neuronaux qui étaient responsables du stress et du manque de sécurité, et donc de la vigilance à l'époque, sont très présents dans nos cerveaux maintenant. Encore une fois, les protocoles sont conçus pour y penser comme mettre des ingrédients dans le réfrigérateur. Vous ne savez pas ce que vous allez cuisiner, mais vous avez beaucoup plus d'options disponibles lorsque vous savez que tous les macronutriments de base sont couverts. Toutes les bases sont couvertes. Ensuite, vous pouvez planifier ce que vous cuisinerez. Mais si vous arrivez tard, en ville à votre Airbnb ou hôtel, vous n'aurez que quelques ingrédients et une poêle moyenne à disposition. Il faut devenir créatif d'une autre manière. Il faut s'adapter. Et nous avons tous opté pour l'option malsaine, parce que c'était la seule chose, ou jeûner parce que c'était l'option la plus saine. Donc je pense que ce à quoi nous arrivons ici, c'est que le cerveau humain, comme tous les animaux ont besoin de savoir où ils vont dormir cette nuit. Je veux dire, un chien entre dans un nouvel environnement et essaie de trouver sa place. Il s'agit de l'espace. Si vous parlez à n'importe quel dresseur de chiens expert, ils vous diront « Vous savez, tout est une question de négociation d'espace. » Peuvent-ils vous toucher ou non? Sont-ils autorisés à s'approcher de vous? Doivent-ils garder leur distance? Ont-ils accès à toutes les pièces? Vous savez, lorsque vous observez de jeunes enfants explorer leur environnement, qu'ils soient turbulents ou calmes, ils cherchent à comprendre ce qu'il leur est permis de faire. Que ne suis-je pas autorisé à faire ici? Parfois en nous mettant à l'épreuve. En tant qu'adultes, nous agissons de la même manière. Nous devons savoir où nous sommes, nous orienter dans l'espace et le temps. Ensuite, nous devons savoir où vais-je rester ce soir est l'une des questions les plus fondamentales que nous nous posons chaque jour, sauf si vous savez déjà où vous allez rester. Dans ce cas, vous avez des ressources mentales à consacrer à d'autres choses. Donc, ce dont nous parlons vraiment ici, c'est d'encadrer les motivations extrêmement basiques et fondamentales du cerveau humain pour la sécurité et l'acceptation. Et puis à l'autre extrémité, il y a ces choses aspirantes que nous recherchons tous, n'est-ce pas? Ces notions de connexion, de but, d'épanouissement, de paix. J'emprunte à nouveau à la belle liste de Martha car je la trouve fondamentale et qu'elle capture l'essentiel de ce que nous recherchons tous. Mais je pense que nous nous laissons trop prendre par comment atteindre l'objectif A ou B, comment écrire le livre, comment gagner de l'argent, comment développer un compte de médias sociaux. Et nous oublions qu'au cœur de tout se trouve notre relation avec notre environnement, avec notre paysage intérieur et les uns avec les autres. Et cela revient toujours à la sécurité et à l'acceptation. Et là où nous nous sentons mal à l'aise, quand on a l'impression de ne pas avoir fait les choses correctement, ou que les autres ne les ont pas faites correctement pour nous, cela se résume toujours à la même chose. À ces deux choses. Je crois fermement que la physiologie influence les états mentaux et vice-versa. Les émotions affectent aussi la physiologie. C'est évidemment bidirectionnel. Une des raisons pour lesquelles j'ai tant insisté sur les protocoles de respiration, c'est que mon laboratoire a publié un essai clinique à ce sujet, avec David Spiegel de notre département de psychiatrie, qui peut se résumer ainsi. En mettant l'accent sur les expirations, en les rendant plus longues, plus nombreuses et plus intentionnelles, vous avez tendance à vous calmer. Contrairement à nous qui inspirons activement et expirons passivement, certaines autres espèces font l'inverse. En mettant l'accent sur vos expirations, en contrôlant leur durée, leur intensité ou simplement en les contrôlant activement, votre rythme cardiaque ralentit. Mettre l'accent sur les inspirations ne nécessite pas forcément de l'hyperventilation ou de la respiration tumo.
Nous pourrions, mais ces formes de respiration tendent à augmenter notre état d'activation. Et ils mettent l'accent sur les inspirations, que ce soit par la vigueur, la durée, ou simplement en y accordant plus d'attention consciente. Et il y a une raison à cela, c'est ce qu'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. C'est un phénomène réel qui relie le cœur, le nerf vague, notre diaphragme et nos poumons. C'est un mécanisme magnifique. Quand je réfléchis trop la nuit et que je veux m'endormir, je fais de longues expirations par la bouche, parfois même quand je suis dehors. Je m'endors simplement. Je le sais parce que je me réveille un peu plus tard, je réalise que ça a encore fonctionné. D'autres fois, ça ne fonctionne pas si bien, n'est-ce pas? Et l'une des questions les plus courantes que je reçois est comment éteindre les pensées répétitives. Maintenant, c'est un peu une compétence parce que, franchement, les pensées répétitives servent souvent à un but adaptatif, mais on peut rester coincé dessus, ou elles peuvent rester coincées en nous, je ne sais pas lequel c'est. L'une des raisons pour lesquelles je suis un fervent croyant en la pratique de choses comme le yoga nidra, que vous connaissez, et je dois dire, je sais que j'ai quelque peu contrarié certaines personnes, en inventant quelque chose de très similaire, le repos profond sans sommeil, ou repos profond sans sommeil. Je tiens à préciser que j'ai le plus grand respect pour le yoga nidra en tant que pratique ancienne. Ni le yoga nidra bien sûr, ni le repos profond sans sommeil ne vaut rien que j'ai développé. C'est juste que le repos profond sans sommeil est un peu différent en ce qu'il supprime les intentions, et qu'il a tendance à impliquer un peu moins certains des liens de chakras et des choses comme ça que le yoga nidra fait sans aucun objectif précis en tête derrière la conception de cette façon, sauf pour pouvoir l'adapter au contexte du laboratoire. D'accord ? Que savons-nous à propos ? Appelons-le simplement. Son nom original, Yoga Nidra, l'objectif est de rester éveillé pour être conscient tout en relaxant délibérément le corps. C'est une pratique très utile qui ressemble à la méditation d'une certaine manière. On pourrait l'appeler une méditation, mais elle a des avantages distincts. Tout d'abord, une belle étude qui a été réalisée au Danemark, dans une école de médecine à Copenhague, a montré que les personnes qui pratiquent le yoga nidra voient leur taux de dopamine de base augmenter de 60% dans la zone des ganglions de la base du cerveau, associée à la préparation et à la rétention du mouvement. Donc, on peut essentiellement le voir comme une pratique qui modifie les neurochimiques dans le cerveau qui restaure la vigueur mentale et physique. Je pense au yoga nidra comme une sorte de sommeil. Il y a quelques études émergentes, dont certaines que je prévois avec le Dr Matt Walker de Berkeley, l'un des plus éminents chercheurs en sommeil au monde, qui vont explorer si des petites parties du cerveau dorment réellement ou sont dans des états similaires au sommeil en mouvement rapide des yeux. Pendant le yoga nidra, si vous pensez au sommeil paradoxal, c'est un état où le cerveau est très actif et le corps complètement immobile, comme une remarque très pertinente. Tout comme le yoga nidra, d'accord ? Le cerveau est actif, le corps est immobile. Maintenant, ce qui est unique dans le yoga nidra, c'est qu'il y a cette instruction dans le nidra, si c'est un traditionnel, qui parle de passer de la pensée et de l'action à l'être et au ressenti. D'accord ? Alors revenons en arrière en tant que neuroscientifique, et disons que bien penser, c'est beaucoup anticiper l'avenir. Cela pourrait concerner la réflexion sur le passé, un processus très dépendant du lobe frontal, bien que vous puissiez penser à des choses qui se passent maintenant. Faire est la génération d'action des ganglions de la base, retenir l'action, et le circuit du lobe frontal, je devrais dire le circuit cortical préfrontal également. Être et ressentir peut sembler un langage plus doux, mais il n'a rien de doux. Si nous y appliquons un objectif neuroscientifique, de quoi s'agit-il réellement ? Il s'agit de passer de la surveillance du monde extérieur au-delà de notre peau à la surveillance de notre intérieur. Monde intérieur, les limites de notre peau. Et il y a quelque chose de magique à déplacer notre perception vers l'interoception, de notre peau vers l'intérieur, en ce sens que cela nous sort de la pensée. Lorsque nous surveillons le monde extérieur, pour des raisons logiques, mais plus difficiles à articuler, il s'agit davantage d'anticiper les choses, de comprendre ce qui va ensemble et ce qui est séparé. Lorsque nous considérons notre peau et notre intérieur, nous savons distinguer et séparer les éléments. À l'intérieur, il n'y a que nous. Il y a une chose que nous pensons rarement. Voici mon cerveau. Et voici ma jambe, maintenant. Nidra nous guide à travers cela, et donc ce qu'il fait. C'est qu'il amène toute notre cognition dans ce mode interoceptif. Et puis, boum, nous sommes dans ce mode d'être et de ressentir. Je ne pense pas que d'être et de ressentir signifie arrêter de penser. Je pense que cela signifie amener la pensée au niveau de notre sensation, de notre corps.
Je pense que le yoga nidra est peut-être la pratique la plus puissante pour apprendre à éteindre ses pensées, en prenant du recul par rapport à la littérature de recherche. Eddie, d'accord, que savons-nous avec certitude sur le yoga nidra et le SDR? Nous savons que cela peut être fait pendant 10, 20, 30 minutes ou 1 heure. Nous savons qu'il peut améliorer de manière très fiable les niveaux d'éveil, de cognition et de vigueur après le nidra. Nous savons qu'il restaure les niveaux de dopamine dans une large mesure dans les ganglions de la base. Nous savons que le cerveau entre dans de petites poches d'état, semblables au sommeil. Cela doit être exploré davantage, et nous savons qu'il imite le sommeil à mouvements rapides des yeux. Et nous savons que les personnes qui le font trouvent-elles plus facile de se rendormir si elles en ont besoin, et elles développent des pouvoirs beaucoup plus forts de régulation autonome, leur capacité à se sortir du stress si elles en ont besoin. Je veux dire, s'il y avait une pratique puissante, le yoga nidra est cette pratique. Et donc quand je me retire du paysage des pratiques, qui peuvent peut-être nous aider à arrêter de penser, ou etc., c'est probablement le bon moment pour simplement, vous savez, mentionner que vous savez. Je vois la méditation comme une exploration de sa propre conscience. Je le vois aussi comme un exercice de perception, déplaçant la perception de quelqu'un vers un endroit particulier plutôt que simplement là où l'esprit peut le prendre, pour faire simple. C'est bien plus profond que cela, comme vous et beaucoup d'autres le savent. Mais la méditation a été démontrée pour réduire le stress, améliorer la concentration, améliorer la mémoire. Je pense surtout aux recherches de Wendy Suzuki du labo de l'Université de New York. Je pense aux études qui ont été réalisées à l'Université du Wisconsin dont on parle dans Altered States, qui est un merveilleux livre, et au travail dont vous avez parlé dans vos livres. Quand je pense au yoga nidra, au repos profond sans sommeil, il s'agit vraiment de restaurer la vigueur mentale et physique, et de s'améliorer dans la régulation de son propre genre de charnière autonome interne, allant et venant, entre le sympathique et le parasympathique, que vous connaissez comme la lutte ou la fuite et le repos et la digestion, l'alerte et le calme, apprenant à ajuster cela de manière consciente. Et puis, quand je pense à des pratiques comme le travail de respiration, eh bien cela dépend du travail de respiration. Et puis nous pouvons le simplifier en disant que lorsque les inspirations sont plus vigoureuses et faites plus longuement délibérément, que les expirations, le rythme cardiaque augmente, l'alerte augmente lorsque les expirations sont faites plus longuement et plus vigoureusement et faites délibérément, eh bien alors le rythme cardiaque a tendance à descendre, et nous avons tendance à nous déplacer davantage vers l'état de calme. Et puis bien sûr, il y a l'hypnose, et l'hypnose pour moi c'est l'auto-hypnose, qui est un outil clinique que David Spiegel et d'autres dans le monde, mais principalement, David Spiegel et son père ont popularisé dans le domaine formel de la psychiatrie. Et l'hypnose est une combinaison d'alerte et de calme que nous savons favoriser la neuroplasticité. À quoi sert vraiment l'hypnose? Il ne s'agit pas de méditation ni de relaxation. C'est pour résoudre un problème spécifique, à arrêter de fumer, à apprendre à réguler la douleur, pour... L'hypnose a démontré, dans des études évaluées par des pairs, qu'elle peut accomplir diverses choses. En prenant du recul, je constate que la méditation, le yoga nidra, repos profond sans sommeil, le travail de respiration et l'hypnose sont tous bénéfiques. Eh bien, maintenant nous avons un kit d'outils qui sont à notre disposition pour ajuster notre état interne et chacun d'eux pourrait être utilisé pour arrêter de penser. Mais le plus puissant à mon avis. Selon mon expérience et ma vision de la littérature de recherche, je suis certain que d'autres personnes seraient en désaccord. Le yoga nidra est une pratique que je souhaite que chaque être humain sur la planète fasse. Elle me convient parfaitement. En plus de sortir et de voir la lumière du soleil le matin, ce serait le yoga nidra, et bien sûr cela existe depuis des milliers d'années. Et malheureusement, il n'a pas obtenu l'adhésion mondiale que je pense qu'il mérite. Surtout en cette période de l'histoire humaine où le monde semble si tendu avec des frictions, de toutes sortes, mais aussi des frictions internes pour les gens. Je pense que c'est juste, vous savez, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment faire briller la lumière. Sur comme un outil extrêmement bénéfique, pour éteindre les pensées. Quand c'est nécessaire, et pour accéder, tu sais, certaines personnes appellent ces états atypiques, mais la plupart des gens passent du sommeil à l'éveil, et du sommeil à l'éveil sans vraiment explorer ce que ces différents états sont. La question portait sur les soi-disant rythmes ultradiens, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les rythmes ultradiens.
Les rythmes ultradiens sont tous les rythmes qui sont plus courts que 24 heures. Et généralement, quand les gens posent des questions ou parlent de rythmes ultradiens, ils font référence à des rythmes de 90 minutes. J'en ai parlé dans le podcast avant, et la question de Jackson était « Comment utilisez-vous les rythmes ultradiens dans votre travail quotidien ?» Il y a plus à la question, mais tout d'abord, j'utilise bien les rythmes ultradiens. C'est-à-dire que j'exploite le fait que ces rythmes existent en chacun de nous comme un moyen de m'engager dans des périodes concentrées de travail mental, 1 ou 2 fois, ou parfois 3 fois par jour. Cependant, je les utilise d'une manière basée sur la recherche, sur les rythmes ultradiens, pour l'apprentissage et la mémoire, ce qui pourrait ne pas être évident juste à partir de leur nom de rythme de 90 minutes. Je vais donc entrer dans les détails de comment utiliser les rythmes ultradiens pour capturer au mieux la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer en réponse à l'expérience, et d'une manière qui devrait vous permettre d'obtenir 1 ou 2, ou peut-être même 3 périodes concentrées d'apprentissage par jour, ce qui peut grandement accélérer l'apprentissage de matériel cognitif, de langue, de mathématiques, d'histoire pour l'école ou le travail, ou peut-être juste un passe-temps ou un intérêt personnel de quelque sorte, et aussi pour l'apprentissage de compétences dans le domaine physique. Jackson a demandé à propos du bloc de concentration de 90 minutes par jour, que vous essayez d'inclure dans votre travail et votre mission globale. En effet, c'est vrai. J'essaie d'avoir au moins un de ces blocs de rythme ultradiens concentrés chaque jour. C'est une période d'environ 90 minutes, où je me concentre sur l'apprentissage de quelque chose ou sur une tâche qui est cognitivement difficile. Généralement, je vise 2 de ces sessions quotidiennes. Il demande ensuite quel est le nombre maximum de blocs que vous pouvez réaliser de façon pérenne. La réponse à cela est probablement 4. Et je dis probablement parce que certaines personnes ont des emplois du temps, des modes de vie dans lesquels 4 blocs de 90 minutes d'apprentissage concentré sont possibles par jour, mais c'est très inhabituel. Pour la plupart des gens, ce sera 1 ou 2, peut-être 3. 4, je le placerai à l'extrême des choses extraordinaires. Peut-être si vous révisez pour des examens, ou si vous avez réussi à partir en retraite d'écriture ou d'apprentissage d'une sorte où vous pouvez consacrer essentiellement tout votre temps non consacré au sommeil et à la nourriture, à l'apprentissage. La plupart des gens ne peuvent pas organiser leur vie ainsi. Pour moi, l'objectif est d'1 ou 2 par jour, 3 étant le maximum. Il a ensuite demandé « Prenez-vous des vacances ou des pauses prolongées de ces sessions de rythme ultradien ?» Et la réponse courte est « Non ». En général, j'essaie de faire cela tous les jours. Et oui, même le week-end. Mais le week-end, l'apprentissage concentré sur le rythme ultradian pourrait simplement être de lire un livre pendant environ 90 minutes ou plus, ce qui pourrait ne pas être aussi cognitivement difficile que pour d'autres types de travail que j'effectue pendant la semaine. Il m'arrive de manquer une journée entière pour une raison quelconque, voyage, obligations familiales, etc. Mais en général, j'essaie de faire cela tous les jours. Je pense que les circuits de concentration sont, je suppose que la façon non biologique de le dire, seraient maintenus au chaud, mais essentiellement que l'accès aux circuits de concentration est facilité par un accès régulier. Et c'est parce que les circuits de concentration sont effectivement eux-mêmes susceptibles de neuroplasticité. Autrement dit, plus vous vous efforcez à vous concentrer, plus cela devient facile. D'accord. Donc comme je l'ai mentionné avant, les rythmes ultradiens sont ces cycles de 90 minutes que nous traversons depuis le moment où nous naissons jusqu'au moment où nous mourrons. En effet, même pendant le sommeil, nous vivons et sommes plus ou moins régis par ces rythmes ultradiens. Cette question et cette réponse ne concernent pas tant le sommeil, mais sachez que lorsque vous allez dormir la nuit jusqu'à ce que vous vous réveillez le matin, toutes les 90 minutes environ, vos schémas de sommeil, c'est-à-dire le pourcentage ou le ratio plutôt de sommeil à ondes lentes à sommeil léger, au sommeil à mouvements oculaires, rapides change, de manière à ce que chaque cycle de 90 minutes déclenche le cycle suivant. Il active en quelque sorte l'interrupteur pour le prochain cycle de 90 minutes. Puis ce cycle de 90 minutes se termine, active l'interrupteur pour le suivant, et ainsi de suite. Je mentionne tout cela parce que pendant la journée, la même chose est vraie. Mais la plupart des gens ne savent pas quand commencent les cycles ultradiens de 90 minutes, car si vous y pensez, vous pourriez vous réveiller sur la base d'un réveil ou d'un bruit dans la pièce, ou simplement parce que vous vous réveillez naturellement au milieu d'un cycle ultradien de 90 minutes. Cela signifie-t-il par exemple que si vous vous réveillez 60 minutes après le début d'un cycle ultradien,
que les 30 prochaines minutes de votre réveil, parce que ces 60 minutes doivent continuer jusqu'à 90 pour compléter un cycle ultradien, que les 30 prochaines minutes après le réveil sont liées au cycle ultradien dans lequel vous étiez encore pendant le sommeil. Ou est-ce que cela commence un nouveau cycle ultradien ? La réponse est la première. Ce cycle ultradien persiste même en cas de réveil en plein cycle. Beaucoup de gens voulant tirer parti des cycles ultradiens pour l'apprentissage se demandent quand en commencer un. Est-ce que ça commence au démarrage du chronomètre ? Non, on ne peut pas simplement régler une horloge et travailler pendant 90 minutes. Et cela peut sembler malheureux. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez déterminer quand votre premier véritable cycle ultradien de la journée commence simplement en vous demandant « Quand êtes-vous le plus alerte après le réveil ?» C'est-à-dire, si vous deviez, disons, vous réveiller à 7h du matin, et disons que c'est la fin d'un cycle ultradien, ou peut-être que vous êtes au milieu d'un cycle ultradien, peu importe, ce que vous devez surveiller, ou à quoi vous devez prêter attention pendant un jour ou deux, c'est quand vous commencez à ressentir votre plus grand état de vigilance mentale le matin. Et ici, nous pouvons écarter toutes les questions et variables concernant la caféine ou non, l'hydratation ou non. L'exercice est une variable que nous considérerons dans un instant, mais voici l'affaire. Ces cycles ultradiens sont en fait déclenchés par des fluctuations dans le système glucocorticoïde, qui régule la libération de cortisol. Comme certains d'entre vous m'ont probablement déjà entendu dire, même si le cortisol est souvent présenté comme une chose terrible, le stress chronique, etc., il est essentiel pour la santé. Chaque jour, l'augmentation du cortisol matinal est associée à une meilleure fonction immunitaire, une vigilance accrue, une concentration améliorée, etc. En fait, le protocole dont je parle toujours et que les gens devraient recevoir de la lumière du soleil dans les yeux le plus tôt possible après le réveil, cela augmente en réalité le niveau maximal de cortisol ressenti tôt dans la journée. Cela déclenche plusieurs de ces cycles ultradiens. Donc par exemple, si vous vous réveillez à 7h du matin et que vous constatez que pendant la première heure après le réveil, vous avez tendance à être un peu somnolent, ou que vous êtes somnolent un jour donné, mais ensuite vous remarquez que votre attention et votre vigilance commencent à atteindre leur pic vers 9h30 du matin, ou 10. Vous pouvez être assez sûr que ce premier cycle ultradien pour l'apprentissage va être optimal pour commencer à environ 9h30 ou 10h du matin. Comment puis-je dire si c'est effectivement un cycle de 90 minutes ? Eh bien, c'est vraiment là où la neurobiologie sous-jacente et ses cycles ultradiens convergent pour vous donner un protocole spécifique. Les variations quotidiennes de cortisol incluent un pic matinal important si vous prenez du soleil, de la caféine et faites un peu d'exercice tôt dans la journée. Mais généralement, ce pic arrive tôt. Et puis tout au long de la journée, la ligne de base tremble un peu. Il descend, mais rebondit légèrement. Ce n'est pas une ligne plate si on mesurait vos niveaux de glucocorticoïdes. Chacune de ces petites bosses correspond à un changement dans ces cycles ultradiens. Donc, si vous constatez que vous êtes le plus alerte à 9h30, ou que vous commencez à être alerte à 9h30, et que généralement vous avez un pic de concentration et de concentration vers 10h du matin, c'est vraiment précieux à savoir, parce que la manière dont les molécules qui contrôlent la neuroplasticité, c'est-à-dire les changements dans les neurones et d'autres types de cellules dans le cerveau, qui permettent à votre système nerveux d'apprendre et littéralement de nouvelles connexions à se former entre les neurones, qui est essentiellement la base de l'apprentissage, fluctuent selon ces cycles ultradiens. Cela signifie que si votre pic d'alerte, de concentration et d'énergie, potentiellement ressenti comme une énergie physique, survient vers 9h30, je débuterai votre premier cycle ultradien d'apprentissage aux alentours de ce moment-là. 9h30 serait idéal, mais 10h conviendrait aussi. Et ensuite, vous avez environ 1 heure pour obtenir le maximum d'apprentissage, même au sein de ce cycle ultradien. Il y a beaucoup de confusion ici. Les gens pensent que les cycles ultradiens durent 90 minutes. Par conséquent, nous devrions maintenir un niveau de concentration maximale durant tout le match. En fait, la plupart des gens mettent environ 10 à 15 minutes pour entrer dans un état de concentration profonde. Et puis périodiquement, tout au long de la prochaine heure, ils sortiront de cette concentration et devront se reconcentrer délibérément. Si possible, désactivez le Wi-Fi et mettez votre téléphone dans une autre pièce ou éteignez-le. Si vous utilisez votre téléphone ou le Wi-Fi, soyez conscient de leur potentiel de distraction qui peut nuire à votre concentration. Mais le point est le suivant. Ces cycles de 90 minutes
se produisent périodiquement tout au long de la journée. Mais il y aura une période tôt dans la journée. Et ici je fais référence à cette période, comme commençant vers 9h30 ou 10h du matin, et probablement une autre dans l'après-midi à la fin de l'après-midi qui seront idéales pour l'apprentissage concentré. Et cet apprentissage concentré devrait idéalement vous faire régler votre horloge, un chronomètre ou quelque chose pour mesurer 90 minutes, mais supposez qu'il y aura un peu de flottement au début, où vous ne pourrez pas vous concentrer aussi profondément que vous le souhaiteriez, puis vous aurez environ 1 heure de concentration profonde. Et puis vous commencez vraiment à sortir de ces cycles ultradiens. Comment savez-vous quand le cycle ultradien de l'après-midi se produit ? Eh bien, tout comme le matin, cela se produit parce qu'il y a une augmentation brève mais significative du système glucocorticoïde au milieu de l'après-midi, jusqu'à la fin de l'après-midi. J'aimerais pouvoir vous dire que ce sera à 2h de l'après-midi ou que ce sera, vous savez, ce sera à 3h de l'après-midi. Cela va vraiment dépendre de l'individu, du moment où vous consommez de la caféine, de certaines autres exigences de votre journée. Mais vous pouvez apprendre à reconnaître quand ces deux périodes d'apprentissage optimisées vont se produire. Et voici les principes clés à surveiller pendant un jour ou deux, c'est-à-dire prêter attention à quand vous avez vos niveaux de pointe d'énergie physique et mentale le matin, c'est-à-dire entre le réveil et midi. Et puis à nouveau, entre midi et environ 6 ou 7 heures du soir. Bien que je suis sûr qu'il y a des gens qui travaillent tard, qui connaîtront leur pic et se concentreront vers 6 ou 7 heures du soir, surtout s'ils se réveillent vers 10 ou 11 heures du matin, comme je sais que certaines personnes le font. Une fois que vous savez où ces pics de concentration se produisent dans votre emploi du temps, réglez un chronomètre pour un cycle ultradien dans la première partie de la journée. Je disais 9h30, mais si vous ne pouvez pas commencer avant 10h, pas de souci. Réglez pour 90 minutes. Considérez ce bloc de 90 minutes comme un tout, en éliminant toute distraction. Supposez que durant cette période, vous ne pourrez vous concentrer intensément que pendant environ 1 heure. Les molécules qui contrôlent la neuroplasticité, comme le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, le plus connu, et d'autres, ont des noms spécifiques. En fait, les récepteurs mêmes, qui contrôlent la force synaptique, les connexions entre les neurones, certains des neurotransmetteurs et neuromodulateurs impliqués dans la plasticité synaptique subissent une régulation par ces changements ultradiens de glucocorticoïdes. Et puis essayez de capturer un second bloc d'apprentissage ultradien dans l'après-midi, encore une fois, en sachant simplement que les 10 ou 15 premières minutes, considérez-le comme un échauffement mental, et ensuite vous avez environ 1 heure. Ce n'est pas exactement 60 minutes, mais environ 1 heure pour maximiser l'apprentissage. Donc si vous apprenez quelque chose, capturez-le vraiment pendant cette phase aussi. Y a-t-il une 3e ou une 4e opportunité maintenant ? Cela touche directement la question de Jackson. Et la réponse courte, et pas vraiment, vous savez, à moins que vous soyez quelqu'un qui a besoin de très peu de sommeil, dans les 12 ou 16 heures, que l'on a tendance à être éveillé pendant la journée, ou 18 heures, que l'on a tendance à être éveillé. Il n'y a vraiment que 2 de ces pics majeurs dans le système glucocorticoïde qui déclenchent le début de ces cycles circadiens. Encore une fois, il y a une sorte de montée et de descente des glucocorticoïdes tout au long de la journée. Mais la clé est de découvrir quand vous êtes le plus concentré selon votre cycle de sommeil, votre consommation de caféine, votre exercice, etc. Et encore une fois, cela va varier d'une personne à l'autre. Et vous n'avez vraiment que 2 opportunités ou 2 cycles ultradiens à capturer pour obtenir le maximum de travail difficile à concentrer, c'est-à-dire l'apprentissage. Donc, pour quelqu'un qui veut apprendre une immense quantité de matériel, ou qui a l'opportunité de capturer un autre cycle ultradien, l'autre moment où cela a tendance à se produire est également en début de journée. Donc, certaines personnes, en se levant tôt et en utilisant des stimulants comme la caféine et l'hydratation, ou un peu d'exercice de haute intensité, peuvent déclencher cette poussée de cortisol pour se déplacer un peu plus tôt, afin qu'ils puissent capturer un bloc de travail matinal qui se produit quelque part, disons entre 6 et 7h30 du matin. Considérons une personne typique qui, dans mon exemple, se lève vers 7h du matin. Et puis j'ai dit, à leur premier cycle de travail ultradien vraiment basculé à cause de cette montée de cortisol vers 9h30 ou 10h du matin. Si cette personne devait, disons, régler son réveil à 5h30 du matin, puis se lever, obtenir de la lumière artificielle si le soleil n'est pas levé. Vous savez, allumer des lumières artificielles plus vives, ou si le soleil se trouve être levé à cette période de l'année, avoir un peu de soleil dans les yeux. Mais en plus de la lumière du soleil, nous devons faire un peu d'exercice de haute intensité, comme 10 ou 15 minutes de saut à la corde, de jumping jack ou une petite course.
L'impulsion de cortisol commence alors à se déplacer plus tôt. Et donc le lendemain et le jour suivant, et ainsi de suite, à condition qu'ils continuent à faire cet exercice en premier, et idéalement à recevoir un peu de lumière, dans leurs yeux aussi. Eh bien, alors ils ont l'occasion de capturer une augmentation de cortisol qui était maintenant décalée à partir de 7h du matin. Ils arrivent à faire 8h30 et peuvent donc travailler 1 heure sur place. Et puis ils seront également toujours dans cette phase ascendante de cortisol de 9h30 à 10h du matin. Un bloc qui dure jusqu'à environ 11h30. Après le déjeuner, ils font un repos profond, sans dormir. Qu'ils le fassent ou non, que vous fassiez une sieste ou pas, cela n'a pas vraiment d'importance. Et puis dans l'après-midi, et je soupçonne que ce serait maintenant, en début d'après-midi, quelque part vers 2h ou 2h30 serait typique. Bien que, encore une fois, cette heure exacte variera d'une personne à l'autre. Ensuite, il voudrait planifier un autre bloc de travail de 90 minutes. C'est ainsi que vous pouvez en capturer 3. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi capturer 4 blocs de travail ultradiens serait extrêmement rare. Il est inhabituel que les gens restent éveillés pendant une si grande partie de la journée. Le sommeil est nécessaire. Si vous vous forcez à vous réveiller plus tôt constamment, essayez aussi de vous endormir plus tôt. Car pour l'apprentissage, ce n'est pas seulement la qualité, mais aussi la durée du sommeil de qualité qui compte vraiment. Et je devrais également rappeler à tout le monde que le recablage réel des neurones ne se produit pas pendant un bloc de travail concentré. Il se produit en réalité pendant le sommeil profond, la nuit suivante, et la nuit suivante, et pendant le repos profond, non-sommeil. C'est pourquoi le repos profond, non-sommeil, peut accélérer l'apprentissage, car c'est dans les états de repos que les véritables connexions entre les neurones se renforcent ou s'affaiblissent, ou que de nouveaux neurones sont ajoutés d'une manière qui permet ce que nous appelons l'apprentissage. D'accord. Donc 1 ou 2 blocs de travail ultradiens par jour sont typiques. 3 seraient vraiment exceptionnels et 4 seraient extraordinaires. Cherchez-les, c'est-à-dire cherchez à voir quand vous vous sentez généralement le plus concentré et alerte. Généralement dans la période avant le réveil et midi, et généralement dans la période entre midi et l'heure du coucher, compte tenu de votre consommation habituelle de caféine et d'exercice, et d'autres événements de la vie. N'oubliez pas non plus que même s'il s'agit d'un bloc de travail ultradien de 90 minutes, la neuroplasticité sera déclenchée de manière optimale dans une portion de 60 minutes de cela. Il est impossible de connaître avec précision le début et la fin de ces 60 minutes avant de commencer réellement le bloc de travail. C'est conçu pour être empirique. Vous devez le faire concrètement. Au début, il est difficile de se concentrer, puis vous entrerez dans un état de concentration. Il est normal d'être distrait. L'essentiel est de se recentrer et de revenir à l'apprentissage. C'est ce qui compte vraiment. Vous déclenchez l'apprentissage, puis il y aura une diminution, avant de sortir du bloc de travail ultradien. Maintenant, il est également essentiel de comprendre que moi et les autres ne devraient pas s'attendre à ne travailler que pendant ces blocs de travail de 90 minutes. C'est juste que beaucoup de sortes d'exigences de notre journée, y compris, vous savez, la cuisine, les courses, les emails, les services de messagerie courts et les réseaux sociaux. Beaucoup de ces choses ne requièrent pas le niveau de concentration intense que Jackson préconise et auquel je fais référence en parlant de ces blocs de travail ultradiens. Et enfin, j'ai parlé de ces blocs de travail ultradiens et de concentration, etc., dans un contexte qui évoque des idées sur le travail cognitif. Donc apprendre une langue ou les maths, écrire, créer ou faire de la musique, etc. Mais ces blocs de travail ultradiens de 90 minutes sont également directement liés à l'apprentissage des compétences physiques, ainsi qu'à l'exercice physique. Si vous souhaitez vraiment améliorer votre condition physique et que cela nécessite une attention soutenue, alors ce message est pour vous. Par exemple, quand je vais faire un long footing le dimanche, qui fait partie de ma routine de fitness, j'essaie de ne pas trop réfléchir. J'essaie de me laisser aller pendant la course. Je pourrais me concentrer sur mon rythme et ma foulée, écouter un livre audio ou un podcast, mais généralement, je me laisse aller. C'est un travail peu cognitif. Ces blocs de travail ultradiens peuvent être maximisés pour un travail purement cognitif. C'est gentil. De type de travail, de livres, etc., musique, etc., où ils peuvent également être utilisés pour l'apprentissage de compétences. Donc, si vous essayez d'apprendre à danser, ou à effectuer un mouvement athlétique particulier, ou si vous essayez de vous améliorer dans une compétence qui nécessite beaucoup de concentration et d'alignement du mouvement musculaire et des exigences cognitives, etc., eh bien, alors ceux-ci vont également être idéaux pour déclencher la neuroplasticité pour s'améliorer dans le domaine, basé sur les compétences motrices, comme on l'appelle.
Le plus grand sentiment de sécurité semble provenir du fait de ne pas essayer de tout contrôler, et c'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Nous pensons, d'accord, comment obtenez-vous la sécurité? Eh bien, vous devez vous débarrasser de la vigilance. Pour se débarrasser de la vigilance, il faut décider à quoi prêter attention ou non. Et à un moment donné, si l'on décide « je ne peux pas tout contrôler », vous avez deux options. Soit cela signifie que vous êtes juste, en attente de cette vague qui va vous démolir, vague de quoi que ce soit, où vous faites confiance, comme vous faites confiance en quelque chose pour rendre tout bien, même si cette vague arrive, vous savez, et j'ai déjà parlé de cela dans des podcasts. Je crois en Dieu, je le fais, vous savez. Et bien sûr, je crois au droit de chacun de croire ou de ne pas croire ce en quoi il croit. Je pense que l'idée de renoncer à essayer de tout contrôler et de céder le contrôle à des forces plus universelles, ou une force universelle quel que soit le mode de pensée de chacun, je crois qu'ils y ont droit. Et c'est probablement l'étape qui m'a apporté le plus de paix que j'ai jamais prise. Et je pensais que ce serait, tu sais, assorti d'une petite voix sournoise, tu sais, à l'arrière. Ouais, mais ce n'est pas le cas. Et je ne sais pas comment cela fonctionne au niveau des neurosciences. Je sais qu'il y a des neuroscientifiques qui essaient d'explorer cela, et au fur et à mesure que les données évoluent, je vais certainement y prêter attention, non pas dans l'intention d'essayer de saper une sorte de sens plus large simplement par intérêt, c'est certain. J'aimerais le voir, c'est bien trop intéressant. Il y a en fait une femme à Stanford, je n'ai pas encore parlé avec elle, nous devrions tous les deux lui parler. Elle a dit... J'oublie son nom pour le moment, parce que je viens d'apprendre son travail dans le département d'anthropologie, qui a passé toute sa carrière à étudier les voix intérieures des gens. Des personnes qui entendent des voix, des personnes qui entendent les voix des autres. Cela concerne parfois des personnes ayant des hallucinations auditives, etc. Mais aussi simplement ces différents scripts que les gens ont dans leur esprit qui incluent leur propre voix, et d'autres voix, des voix que nous avons internalisées depuis l'enfance. Cela résonne en moi car enfant. Après que mes parents père étaient couchés, j'avais l'habitude d'organiser des dialogues entre les personnes que j'avais entendues dans la journée, jour, et je pouvais entendre leur voix de manière très claire dans ma tête. Et je me souviendrai de choses qu'ils ont dites, et je pouvais créer ces dialogues. Et donc j'ai aussi toujours eu une mémoire audiographique très forte. Ce n'est pas comme si tout ce que j'entends, je me souviens mot pour mot. Cela serait en fait une super compétence, cela m'aurait sauvé dans beaucoup de disputes. Mais sérieusement, je pense que ce que vous décrivez à propos de l'abandon ou du renoncement du besoin de ce contrôle que nous ressentons tous, le désir de contrôle, c'est vraiment là que se trouve la solution. Je pense que je le sais, parce que beaucoup de gens l'ont dit et c'est très difficile à faire. Mais une fois que l'on l'a fait, on sait qu'on peut le refaire. Oui. Et c'est une pratique. Ce n'est pas quelque chose que vous écrivez et c'est fait. C'est une pratique et vous savez, je pense aussi à la nature contre-intuitive du fait que, vous savez, nous parlons à la fois de lâcher prise et de ne pas essayer de tout contrôler, mais aussi de se pousser à être plus résilient et tenace et des choses de ce genre. Et donc je sens que toute la vie est comme ça. La vie est une question d'équilibre. Prenez soin de votre physiologie et dormez suffisamment, mais une mauvaise nuit de temps en temps est acceptable. Il est acceptable de ne pas suivre chaque protocole. En fait, il est encouragé de ne pas suivre chaque protocole. L'attente envers nous n'est pas la perfection. Je crois que pouvoir alterner entre ces différents états est vrai.